Bonjour, bonjour, c'est par ici, vous pouvez vous installer pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de siège. Donc Maïwen a déjà tout dit, donc j'ai plus rien à dire, je vais bientôt laisser la place. Non, je voulais excuser quand même mon collègue Léo Kervizik, voilà, donc vous aurez remarqué sur les petites vignettes qu'il y a un problème de casting. Donc Léo Kervizik a décidé de la jouer un petit peu perso aujourd'hui, il a décidé de garder son savoir et ses microbes pour lui. Donc moi je vais essayer de vous partager mon peu de savoir, j'ai pas le même que Léo, mais surtout pas mes microbes. Et je suis accompagné surtout aujourd'hui d'Olivier et de Grégory. Donc je vais vous laisser vous présenter, vous êtes les mieux placés pour vous présenter. Donc Olivier, à toi. Merci Daniel. Bonjour, donc Olivier Prompt. Alors juste une petite précision pour commencer, parce que l'actualité Atos étant ce qu'elle est, et le nom Evidian ayant changé de propriétaire, je suis le directeur général de Evidian IAM, Identity Access Management, qui est l'entité qui originellement portait le nom Evidian au sein du groupe Atos. Atos a souhaité réutiliser ce nom pour son projet de transformation et de scission. Donc là, moi, je représente Evidian Canal historique, si on peut dire. Evidian, c'est un éditeur de logiciels dans le domaine de la cybersécurité. Nous sommes un des leaders en Europe sur ce sujet-là. Vous m'entendez? Oui. Nous sommes un leader en Europe sur ce sujet-là. Nos locaux, notre siège est en France, mais au final, nous avons une représentation également en Allemagne, dans plusieurs autres pays d'Europe, au Japon, et puis nous sommes également présents aux États-Unis. Donc on est une société d'origine française, mais avec une activité principalement faite à l'international et spécialisée dans l'identity et l'access management. Grégory Gaubert, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Donc moi, la partie un peu avant-vente, Solution Engineer chez Atlassian. Moi, je suis Atlassian depuis 2 ans. Donc oui, on veut faire un petit point focus effectivement sur ce petit tour de table, sur la partie cloud migration, vraiment la migration vers le cloud. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus avec une accélération assez énorme depuis l'annonce effectivement de la fin de la plateforme de serveur. Beaucoup de gens se sont donc dit c'est le bon moment de considérer si on reste sur du on-prem ou si on est en cloud. Donc juste en termes un petit peu d'introduction du talk, avant qu'on aille vraiment dans le cœur du sujet, je voulais juste faire un petit rappel un petit peu des principaux challenges pour ceux qui se posent la question de comment aller vers le cloud, la complexité, etc. Même si là on va avoir un exemple très concret. Quels sont les principaux points un petit peu à regarder quand on commence à planifier une migration vers le cloud? Alors il y a effectivement le côté complexité qui est assez critique, voire ô combien vous avez utilisé la beauté, la flexibilité de Jira depuis des années pour en faire quelque chose d'absolument incroyablement complexe ou quelque chose de encore assez simple. Donc la façon dont vous avez déployé Jira ou Confluence ou autre est quand même un critère principal à prendre en compte. On a aussi bien sûr, la chose qu'on oublie souvent, c'est la partie apps, qui en fin de compte est une grosse partie de votre facturation au final de votre solution Atlassian. Et les apps, il faut comprendre que les apps de la marketplace sont des développeurs et des éditeurs qu'on ne contrôle pas trop. Donc en fait, quand vous passez d'un mode on-premise vers un mode cloud, il y aura un gros travail à bien valider, d'être sûr qu'au niveau fonctionnalité et au niveau chemin de migration, vous avez effectivement quelqu'un pour vous accompagner, que l'éditeur a peut-être prévu ou pas une migration vers le cloud, peut-être qu'il sera temps de changer d'application en allant vers le cloud. Donc il y a tous ces paramètres en fin de compte de complexité qui sont à prendre en compte. Avec un temps, un moyen, c'est vrai qu'il peut être assez long. On voudrait bien que les migrations soient magnifiques avec un petit clic et que ça se fasse automatiquement vers le cloud en quelques jours. Honnêtement, et on est très transparent là-dessus, ce n'est pas le cas. Il y a à prendre en compte votre complexité. Est-ce que vous voulez migrer complètement, intégralement tous vos systèmes ou on repart de zéro, c'est le moment de faire du nettoyage, on ne ramène que ce qui est important, que ce qu'on utilise. Donc il y a un ensemble de critères assez exhaustifs. Avec nos partenaires comme Antis, on est vraiment maintenant habitué à faire ce genre d'exhaustivité des critères et des complexités à venir. Donc c'est là qu'il faut commencer à bien faire attention à la complexité potentielle du cloud. On veut vous amener vers l'innovation, soyons très honnêtes, il y a une certaine complexité à prendre en charge très vite. Donc voilà un peu pour l'ensemble des principaux, mais on va rentrer plus dans le détail, je pense, sur un cas plus concret.
Merci Gauri, merci Olivier. Du coup, je vais commencer par une question pour vous, Olivier. C'est déjà dresser le contexte un petit peu. Qu'est-ce qui a amené cette transition vers le cloud? Quels étaient les enjeux à relever pour vous qui ont poussé justement à mener cette transition-là? Déjà, avant de faire cette transition dans le cloud, effectivement, on était déjà des utilisateurs de la solution Jira. Alors, on est un éditeur de logiciels, donc c'est un outil qui très naturellement rentre souvent par la R&D chez les éditeurs. Donc on a souhaité faire évoluer notre solution actuelle pour aller vers le cloud, principalement pas parce qu'on avait choisi d'avoir des nouvelles fonctionnalités dans la version cloud, mais parce qu'on a nous-mêmes, en tant qu'éditeur, lancé une nouvelle offre as a service, comme on dit aujourd'hui, donc une offre dans le cloud également. On est donc en tant qu'éditeur amené à faire évoluer nos offres qui jusqu'à présent étaient des offres classiques qui s'installaient chez les clients. Et depuis quelques années, on travaillait sur ce projet-là. Et pour accompagner ce projet-là, et cette nouvelle offre, il fallait qu'on mette en place un certain nombre de nouveaux processus. Fournir des offres dans le cloud, c'est un vrai changement de paradigme, en tout cas pour un éditeur. On ne vend plus un produit, on vend un service. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement différent par rapport aux précédentes choses qu'on faisait. Et donc, la première étape pour nous, ça a été de se dire, voilà, dans le cadre du lancement de cette nouvelle offre, il faut pouvoir fournir à nos clients des moyens de communiquer, d'interagir avec Evidian pour ce nouveau service, notamment en refondant le portail de support que nous avions déjà déployé depuis de nombreuses années, parce qu'évidemment, on avait des outils de support depuis de très longtemps, très nombreuses années, mais il fallait faire évoluer ça pour mettre en place des processus en interne qui permettent non seulement aux agents de support de fournir un bon niveau de service, mais également d'interagir avec des équipes qui jusque-là n'existaient pas et qu'on a conçues, qu'on a construit, qu'on a organisé en même temps qu'on a sorti ces nouvelles offres. Et donc l'élément fondateur de ce projet de migration, c'est d'abord de pouvoir répondre à cette problématique d'avoir des nouveaux outils qui impliquent de nouvelles équipes. En même temps, le souhait qu'on voulait mettre en place, c'était mettre en place une organisation et des processus qui permettent à des équipes qui étaient relativement silotées, même si chacune utilisait une approche agile, des méthodes déjà bien éprouvées, parfois même déjà Jira, de faire quelque chose qui soit plus transversal. Il y a un autre élément dans les offres as a service, c'est que ce n'est pas le même cycle de développement. Ça nécessite une véritable agilité. On parle beaucoup de CI/CD, de DevSecOps, ça c'est notre quotidien. Et on a voulu optimiser tout ça pour peut-être répondre à une des questions qui avait été soulevée par Odile, c'est est-ce que ça rend service? Est-ce que ça va faciliter la vie des gens? Et ben, c'est exactement ça qui a motivé le deuxième pan de notre démarche. D'accord, très bien. Au niveau de ces enjeux-là, quels ont été les moteurs, les défis que vous avez rencontrés et que vous avez pu croiser justement dans ce plan de transformation-là? Il y a deux types de défis en fait. Il y a un premier défi qui est finalement, c'est presque le plus simple, c'est le défi technologique. Il y a un aspect migration, on en reparlera sûrement un peu plus tard, mais celui-là au final c'est celui qui se prévoit, qui se cadre le mieux, qui gère en mode projet. Il n'y a pas de... Bon, il y a des enjeux, c'est sûr, mais il y a finalement relativement peu de difficultés autour de ça. Il y a un deuxième défi, c'est un défi humain, organisationnel, parce qu'il faut mettre en place des nouveaux processus, il faut mettre en place une nouvelle façon de travailler. Pour certaines personnes, on change un outil qu'ils utilisent pour certains depuis une quinzaine d'années, dans lesquels ils ont un affect, des méthodes, des habitudes. Et donc, il y a une phase d'accompagnement vraiment, vraiment importante qu'on a très rapidement identifiée et pris en compte parce qu'on savait que si on souhaitait que ce projet soit une réussite, et aujourd'hui c'est une réussite, il fallait que ça passe par une adhésion de l'ensemble des équipes. Alors c'est beaucoup plus facile pour nous, hein. On n'est pas une très grosse entreprise. Hein. Evidian IAM, c'est 270 collaborateurs répartis un peu partout dans le monde. Mais au final, ça reste que
ces équipes qui sont déjà très IT, très, une appétence naturelle pour ce type d'outils-là, ben voilà, il fallait accompagner ce changement-là pour qu'on s'assure que personne ne reste sur le côté. Et puis le deuxième point, c'est la migration. Parce que, évidemment, on l'utilisait déjà, Jira, mais pas que Jira, on utilisait aussi Bitbucket. Et on l'utilise toujours. Et là, ce qu'on a choisi de déployer, c'est la version cloud de Jira, mais aussi JSM, Confluence. Donc, dans ce projet-là, il fallait voilà, pouvoir aussi prendre en compte cette dimension plus organisationnelle et processus et métier. Juste pour ajouter là-dessus, moi c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister. Le passage au cloud, c'est pas juste mettre vos instances dans le cloud. Si vous pensez ça, c'est une misconception dès le début. Il faut utiliser ça comme vraiment une nouvelle démarche, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de travailler qui va nécessiter forcément le côté humain de l'adoption, des réglages, etc. Donc c'est pas juste je prends mes instances on-prem, je les mets dans le cloud. Il y a vraiment tout ce potentiel de changer la façon de travailler, de devoir adopter les users. Donc c'est vraiment quelque chose, pas que technologique, c'est vrai que c'est sans doute souvent la partie la moins compliquée et la moins longue en fait de la migration, c'est vraiment la partie adoption. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à mémoriser. C'est ce qu'on voit tous les jours sur les migrations qu'on fait. Oui. Oui, alors peut-être pour compléter, en fait, la partie purement migration technique, nous on l'a faite sur la partie Jira pure, hein, puisqu'on est passé de Jira serveur à Jira dans le cloud. Bon, on aurait effectivement souhaité que ce soit peut-être plus simple, plus rapide, mais en fait on n'y a pas quand même passé tant de temps que ça. On s'y est beaucoup préparé, on a formé les gens parce que les outils sont pas au même niveau de fonctionnalité, sont pas au même niveau de maturité. Parfois d'ailleurs, la version cloud offre des opportunités de faire les choses différemment. Et c'est là où il ne faut pas louper le coche parce que c'est vraiment dommage de faire du 1 pour 1 alors que c'est une occasion unique de faire évoluer un certain nombre de choses. En même temps, c'est aussi un danger parce qu'il ne faut pas aller trop loin. Alors nous, on a procédé en plusieurs étapes. C'est qu'on avait déjà cette partie migrer l'existant et une seule partie de l'existant, parce que Bitbucket, on ne voulait pas du tout le migrer vers le cloud, on souhaitait le garder en interne. Et c'est ce qui a finalement rendu la migration plus compliquée, parce qu'on aurait peut-être tout basculé d'un coup dans le cloud. Bon, ben voilà, il y a des imports, des exports, enfin, je n'étais pas directement impliqué sur tous ces éléments-là, mais finalement, ça se fait bien. Par contre, les phases de test avec des éléments qui restent on-prem, c'est vraiment compliqué. Le Bitbucket, c'est le nerf de la guerre pour un éditeur de logiciels. Tous nos codes sources sont là-dedans. Les équipes de R&D ne peuvent pas s'en passer. Hein, et un arrêt de service pour nous là-dessus, c'est vraiment, vraiment problématique. Et donc, voilà, on a une partie technique qui s'est déroulée finalement. Allez, ça a pris peut-être 15 jours. En migration pure, il y a de la préparation avant, puis après une phase de test. La migration était assez rapide. Et puis, il y avait une deuxième partie du projet, où là, pour nous, ce n'était pas du tout une migration, hein, c'était carrément changer d'outil pour la partie support au client, hein, le portail de support client. Là, on est passé de deux produits complètement différents. Et là, pour le coup, on n'a pas du tout une approche de migration, mais plutôt une approche complète de redesign du process. C'est un point important qu'il faut bien identifier, c'est que finalement, la migration, ça peut être compliqué, mais je pense que préparer ses équipes, c'est aussi hyper essentiel. Déjà, leur expliquer où on va, comment on y va, les rassurer en les formant avant que la migration et les outils soient mis en place. C'était un conseil de Valiantis qu'on a écouté avec attention, parce que c'est aussi le conseil qu'on fournit à nos propres clients avant de déployer nos outils, formez-vous dessus. Bon, c'est quelque chose qu'on a fait et qui a été efficace parce que ça a généré beaucoup d'adhésion, alors qu'au démarrage, on a senti beaucoup d'appréhension sur ces changements d'outils. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important d'accompagner à la fois le projet d'un point de vue technique, mais on le voit également tous les utilisateurs, toutes les personnes qui vont graviter autour de cette transformation. Justement, au niveau des événements marquants que vous avez pu croiser, alors des choses que vous aviez peut-être anticipées, d'autres sur lesquelles vous avez été surpris.
quels sont les éléments que vous avez pu rencontrer, à la fois sur un volet technique, alors je pose une double voire triple question, mais sur les éléments à la fois sur le volet technique, mais également sur le volet humain, des choses que vous aviez peut-être pas anticipées et que finalement avec le recul aujourd'hui, vous avez la possibilité de dire oui, ça c'est important pour aborder un projet de migration cloud. Alors, je vais même en rajouter un troisième, parce qu'il Pardon. y a le volet technique et humain, mais il y en a un autre, en fait, il y a un volet, je suis désolé, commercial. Merci. On travaille pas gratuitement, pas encore. Voilà, Evidian, c'est une petite structure, mais ça fait partie d'un très grand groupe. Donc, le groupe Atos, c'est 120 000 personnes, et c'est donc une quantité sans fin de processus, parfois complexes. Et donc, souscrire, ça a déjà été une aventure. C'était une aventure relativement difficile à gérer et c'est peut-être le premier truc qu'on n'avait pas anticipé parce qu'on a fait appel à Valiantis pour nous aider à mettre en place la partie migration, mais surtout la mise en place du nouveau portail à destination des clients. Mais finalement, ça s'est révélé être aussi le partenaire qui nous a permis de contractualiser et de souscrire. Parce que ça a été pour nous un énorme facilitateur. Faire sortir un bon de commande de chez Atos en moins d'un mois, c'est impossible. Voilà, donc c'est impossible. Donc entre les phases de test, le projet qui avait commencé, les plugins, enfin les add-ons, les apps qui sont activés et qui nécessitent de faire partie ou pas du devis, c'est une mécanique qui est un peu compliquée. Et dès le départ, ça a été comment dire, important de pouvoir compter sur un tiers comme Valiantis pour nous aider. Ensuite, le défi qu'on n'avait pas anticipé du tout, c'est qu'on passait d'une instance Jira serveur, qui n'était pas gérée par Evidian, qui était gérée par une équipe dédiée chez Atos. Donc c'était un service qui était mutualisé auprès de plein d'équipes. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on voulait quitter ce système-là, c'est parce qu'on voulait quelque chose de plus personnalisé, dont on a un contrôle plus direct. Et ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est l'impact des apps. À plusieurs aspects. Déjà, dans le coût que ça peut représenter, parce que c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément directement, puisqu'on utilisait un service déjà existant au sein du groupe. Et puis l'autre aspect, c'est la migration des apps. Alors, parfois, les nouvelles sont bonnes. Les apps, elles existent, version serveur et version cloud. On pourrait se dire tout va bien. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a des surprises. Les versions cloud de Atlassian ne fournissent pas toujours le même niveau de fonctionnalité qu'avec la version serveur. Et les apps, c'est pareil. Et donc, il y a quelques petites déconvenues qui peuvent arriver sur cet aspect-là. Et donc, il faut vraiment porter une attention particulière à cet élément sur un aspect commercial. Bon, ça, c'est quelque chose qui se règle rapidement. Mais surtout, sur un aspect fonctionnel. Parce que finalement, le plus difficile quand on construit... quand on bâtit son projet autour de ces outils, c'est de s'assurer que ce qu'on veut faire, on peut le faire certes avec JSM ou Jira ou Confluence sans aucune apps, mais on peut peut-être s'enfoncer dans du spécifique, alors que parfois une apps règle les choses. Et donc là, il faut avoir la connaissance des apps, savoir ce qu'elles apportent et comment elles s'intègrent au projet. Et honnêtement, si on avait quand même déjà un certain niveau de maîtrise de Jira, on n'avait absolument pas la maîtrise de ces aspects-là. Et c'est pour ça qu'on voulait construire des fondations solides, voilà, avec un partenaire. Et qu'est-ce qui a drivé vos choix, finalement, quand il y avait plusieurs solutions qui se sont présentées, avec des apps qui n'existaient pas ou de nouvelles apps à envisager? Est-ce qu'il y a des drivers que vous avez pu identifier pour justement choisir telle ou telle app ou telle réponse au problème métier? Pour commencer, on a une approche assez pragmatique d'essayer de réduire au maximum le nombre d'apps. Pour plusieurs raisons. Pas particulièrement des raisons de coût, mais plus parce qu'on s'est dit, ça veut dire que c'est des éléments qui vont évoluer, qu'il va falloir suivre aussi, qu'il va falloir être capable d'exploiter au mieux, sinon ça ne sert à rien de les prendre. Mais en contrepartie, on ne voulait pas, comme je le disais juste auparavant, commencer à se lancer dans du spécifique et à des choses qui, plus tard, nous coûteraient encore plus cher à faire évoluer. Donc le choix, il a été pragmatique. Quand on a démarré les spécifications avec Valiantis, on a vraiment détaillé nos besoins, nos priorités, parce que c'est un projet de longue haleine qu'on a lancé. La migration Jira, ça c'est quelque chose qui s'est passé très vite. Mais le projet JSM, c'est un projet beaucoup plus long, beaucoup plus structurant pour nous, qui d'ailleurs n'est pas terminé, on avait juste fait une première phase.
Et là, quand on a exprimé nos besoins, on a fait la liste des courses. Alors, il se trouve qu'il y a certains plugins, enfin add-on apps, qui sont développés par Elements, qui font partie du lot, et puis d'autres qu'on a identifiés avec l'aide de Valiantis, et puis que nous, on avait aussi, parce que, par exemple, sur Confluence, nos rédacteurs techniques avaient déjà... ils étaient dans les starting blocks des mois avant qu'on lance le projet. Donc, ils voulaient valider un certain nombre d'applications comme ça avant. Ils sont visionnaires, ces gens d'Elements. Et donc, du coup, là, c'est effectivement sur la partie plus technique. Et sur la partie, justement, organisationnelle, impact au niveau des équipes, suivi, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez prévues et non prévues, justement, qui ont pu arriver? Alors, oui, on a eu des bonnes surprises, plus de bonnes surprises que de mauvaises, d'ailleurs. Alors, c'est un peu particulier. On est un éditeur de logiciels, donc on est dans le monde de l'IT quelque part, et donc avec des gens qui, comme je le disais au démarrage, sont friands de ce genre d'outils. Donc on a eu une forte adhésion à l'aspect outil. L'interrogation, c'était de dire comment est-ce que les gens vont adhérer au projet sur l'aspect refonte des processus. Parce que l'idée, c'était pas de refaire comme avant, c'était de faire mieux qu'avant, de faire un bilan de ce qui marchait et de ce qui ne marchait pas jusqu'à présent, pas en termes d'outils, mais en termes de fonctionnement entre les équipes. Là, on touche à des choses qui sont beaucoup plus sensibles. Et on s'est mis dans une démarche vraiment très participative. On a constitué une communauté agile au sein de Evidian, avec des leaders de chacun des grandes équipes. Alors nous, c'est la R&D, les opérations cloud, le service, le support, le marketing produit, puisque ce sont des acteurs qui sont importants chez nous. Et on les a impliqués dans cette démarche-là. Et la bonne surprise, ça a été l'énorme motivation des gens à faire ces changements. Parce qu'ils ont compris que l'idée derrière, ce n'était pas de changer d'outil, mais que c'était d'améliorer l'interactivité, la collaboration entre les équipes, d'être plus efficace, mais facilement, sans que ce soit perçu comme une contrainte. Et ça a généré beaucoup d'adhésion. En revanche, d'un point de vue humain, ce qui a été plus difficile à gérer au démarrage, même si on avait été averti par Valiantis, c'est le foisonnement. À partir du moment où il a été de notoriété publique qu'on avait Confluence, on avait Jira, on avait JSM, on a vu des projets naître dans tous les coins de manière qui aurait pu devenir anarchique. Donc la gouvernance de canaliser cet élan, ça a été un point qui nous a un peu surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se déroule aussi rapidement. Bon, finalement, voilà, on a réussi à mettre en place une gouvernance sur au moins l'administration de Jira et de ses composants centralisés, ce qui a beaucoup facilité ensuite les interactions et évité dans 1 an ou 2 ans de devoir faire un projet de consolidation, quoi. Effectivement, la gouvernance à toute étape, alors dans le cas d'une migration cloud, mais même avant pour la préparer et après pour la faire perdurer cette plateforme, c'est effectivement un point crucial pour que l'outil soit bien adopté et surtout soit pérenne dans le temps, effectivement. Sur la partie... j'ai oublié ma question, moi. Justement, est-ce que l'outil, oui, voilà, est-ce que l'outil justement vous a aidé à redéfinir ces processus-là? Est-ce que justement dans cette transformation qu'il y a eu, est-ce que l'outil justement a apporté une aide à rationaliser, à redéfinir ces processus-là et donc à apporter de la valeur aux équipes? Oui et non. En fait, oui sur certains aspects parce que sur la partie purement Jira, bon, on a une démarche CI/CD qui est déjà en place depuis longtemps. On a des process automatisés qui existaient. Donc, l'adaptation pour le passage au cloud n'a pas été très complexe. Et là-dessus, l'outil a été un vrai facilitateur parce que voilà, on est en avancé en terrain connu. Sur la partie JSM, c'est très différent parce que là, comme on passait d'un outil complètement différent, d'ailleurs une techno vraiment qui n'a rien à voir, vers JSM. Sur certains aspects, il y a beaucoup de facilité et effectivement, ça permet d'avancer, mais il y a toujours cet écueil de la comparaison avec ce qu'on faisait avant, différemment,
parfois de façon plus appropriée pour nous. Et donc, il faut... c'est toujours la grande difficulté, parce que c'était quelque chose qu'on voulait absolument garder, c'était de construire un socle, une dorsale, avec l'expertise d'une société comme Vaillantis pour qu'on ne fasse pas les mauvais choix dès le départ, qui nous évite d'aller dans une démarche trop spécifique. Et donc c'est là où l'outil aide, mais c'est très riche, JSM. Les workflows, c'est très riche, on fait ce qu'on veut avec. Hein. Donc il faut se donner des limites, il faut savoir là où ça devient plus intéressant, là où ça devient finalement un risque pour le projet lui-même. Et donc la richesse de l'outil, quelque part, c'est aussi quand on ne le maîtrise pas, c'est là où il faut arriver à fournir un scope qui soit safe. C'est un mea culpa pour nous. Hein. L'outil est très simple et très intuitif. C'est un mea culpa, mais tout petit. On est quand même content qu'il soit simple et intuitif. Voilà, non, on ne va pas s'en plaindre. Hein. C'est ce qui est important, parce que l'autre élément, c'était pour nous important, hein, c'est de faire appel à Vaillantis pour nous aider à démarrer, le Kickstart. Hein, vraiment, ça c'était super important. Par contre, ce qui est encore plus important pour nous, c'est qu'on veut être autonome. On veut vraiment pouvoir faire évoluer nos process, les outils. Certes, et on le fait encore aujourd'hui en s'appuyant parfois sur des expertises pointues sur certains sujets, mais on veut pouvoir maîtriser cette compétence. Et puis voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, les formations c'est un élément clé, mais on n'a pas juste fait des formations sur Jira, JSM ou autre. Ça oui, on l'a fait parce que c'était nécessaire, mais on a aussi conçu des formations sur mesure. L'intervenant juste avant indiquait que Vaillantis faisait des formations sur mesure. C'est un peu ce qu'on a fait aussi. Hein. On a fait des formations pour, par exemple, les équipes de R&D sur, pour chacun, son rôle et son utilisation des outils avec le Bitbucket, avec le Jira Cloud, avec les nouveautés des process qu'on avait mis en place, et puis tous ces process inter-équipes qui n'existaient pas. Voilà. Donc ça, c'est des formations qui sont très concrètes. Formations designées avec Vaillantis et qu'on rejoue maintenant en interne. La question franchise à 100%. Est-ce que vous avez douté? Et si oui, comment vous avez géré ce doute et comment vous avez relevé les challenges en fait, qui en ont découlé? Alors, oui, on a douté. On a douté un moment parce que on ne peut jamais tout prévoir dans un projet, évidemment. On fait les specs au mieux qu'on est capable de les exprimer. Les consultants font le travail qui permet de cadrer au mieux le projet, son avancement et sa mise en œuvre. Après, il y a un sujet qui nous a beaucoup inquiétés, c'est qu'on avait prévu de faire une utilisation assez intensive d'un des composants de la suite qui est Insight. Et il s'est avéré que le différentiel entre la version serveur, qui ne s'appelait pas Insight d'ailleurs, je ne me souviens pas le nom, enfin la CMDB auparavant, et la version cloud, ça a été une source d'inquiétude parce qu'en fait, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait avec. Et on a vraiment dû changer nos plans. Vraiment, pour le coup, on a changé nos plans. Alors, au final, aujourd'hui, ça ne remet pas en cause le choix d'être parti vers les versions cloud du produit, parce que de toute façon, on voulait quelque chose comme on reprenait la gestion à notre compte de l'ensemble des composants Atlassian. Une version as a service, pour nous, c'était mandatory. On ne voulait pas maintenir une infrastructure, gérer des montées de versions et ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que la différence fonctionnelle, ça nous a posé un souci à un moment déjà un peu avancé dans le projet. Bon, voilà, ça c'est une difficulté. Je pense que c'est là où il faut vraiment faire un travail peut-être d'analyse un peu plus poussé que ce qu'on a pu faire avec Vaillantis sur cet aspect fonctionnalité de certains composants. Voilà. Comme quoi le travail préparatif finalement à toutes ces migrations et toutes ces phases de projet est vraiment la phase clé la plus importante pour déverrouiller au maximum de risques qui pourraient subvenir après. Oui, et puis nous, en tant qu'éditeur, on essaie de mettre quand même un maximum à disposition des versions d'essai, etc. Même avant que vous ayez fait votre intégration complète, votre migration complète, on essaye de favoriser quand même la mise à disposition
d'environnement de test où vous pouvez mettre des apps, etc. en version cloud et commencer à tester effectivement ça. Mais c'est un effort qui est assez énorme. On ne peut pas couvrir tout intégralement quand vous avez un nouveau produit pour quelques mois à tester et valider. Mais bon, on essaye techniquement de mettre un maximum d'outils à disposition pour les tests, effectivement. Oui, effectivement, entre les solutions de licensing, le temps effectivement de monter la plateforme, le Cloud Migration Trial, toutes ces possibilités effectivement qui sont offertes pour faciliter, pour préparer ces phases-là, ouais, tout à fait. On sait que ce sont des projets qui durent longtemps, donc on préfère laisser le temps. Le fameux dual licensing qui est assez connu maintenant chez nous, c'est que vous avez une double licence en fait. Le temps que vous fassiez votre migration, vous avez à la fois le DC et à la fois le cloud qui vous permet de faire plus tranquillement un petit peu votre migration vers le cloud. Donc voilà, on essaye de quand même un maximum de... On veut que vous y alliez, donc on met tout en votre possession pour le faire. Tout à fait. Et les assessments, également les phases d'assessment qui sont faites, alors sur lesquelles Valiantis a commencé à travailler sur un processus, mais sur lequel Atlassian aussi a apporté sa pierre à l'édifice sur des cloud assessments qui sont faits en amont. Quel bilan en tirez-vous aujourd'hui? Déjà, est-ce que vous êtes satisfait de cette solution cloud? Oui, globalement, franchement, on est satisfait. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi j'avais un certain nombre de KPI, d'éléments à suivre, parce que on a fait ça pour améliorer la collaboration entre les équipes, parce que dans certains cas, il y a de nouvelles équipes qui ont été constituées. Il fallait vraiment qu'on s'assure qu'elles soient correctement intégrées au process. Et puis, on avait des améliorations tout court à faire. On est un éditeur de logiciels, on vend du support avec nos produits. Il y a des choses très faciles à mesurer avec les outils Atlassian. Hein, c'est la performance du support pour prendre en compte des incidents clients, le temps de résolution et autres. Et donc, ça, c'est des éléments sur lesquels on avait travaillé en parallèle. Et donc, globalement, les outils ils ont répondu présent, 100% présent à ces enjeux-là. Et donc, il y a une vraie, c'est une vraie réussite. Maintenant, ça reste un projet qui est encore en cours, parce que le projet est ambitieux pour nous. Et donc, à cette étape de notre avancement du projet, on n'a pas de regret. Et au contraire, on a juste généré de la mobilisation des différentes équipes sur le projet. Ces KPI, du coup, est-ce que vous avez quelques exemples à donner, justement? Alors, même si c'est certainement dans un contexte justement qui est très propre et évident, est-ce que vous avez des exemples à donner, justement, qui ont pu permettre de valoriser ça? Oui, alors, bon, je le disais à l'instant, il y a par exemple, est-ce qu'on a réussi à améliorer les délais de résolution et de traitement des tickets clients qui sont ouverts sur le support? Ça, c'est facile. Et ça s'est amélioré à plusieurs aspects. Déjà parce qu'on a fait évoluer nos processus, parce que aussi on a mis en place des choses qui n'existaient pas auparavant dans nos outils. C'est notamment la partie knowledge base qui permet aux clients de consulter une base de connaissances qu'on avait à disposition, mais qu'on n'arrivait pas à rendre disponible facilement aux clients. Et ça a été pour nous un énorme apport de Confluence là-dessus. Et puis il y a des choses plus anecdotiques qui ont été mesurés après coup, mais c'est finalement le nombre de mails échangés entre les équipes pour traiter un incident ou la résolution d'une demande ou autre. On a réussi à diviser par 3 ou 4 le nombre de mails, et pour moi c'est une super réussite, parce que c'est une maladie, le mail, chez nous. Et donc ça, c'est quelque chose qui a énormément participé à l'amélioration, non pas uniquement des performances, mais même de la qualité du confort des différents acteurs de nos processus, parce qu'il y a un point central, il y a un élément qui auparavant était je dirais, géré par plusieurs outils au sein de plusieurs équipes. Donc voilà, là on a réussi un petit peu à aligner l'ensemble des équipes au travers des process et des outils. Et ceux qui étaient un peu réfractaires au démarrage, au changement léger d'interface ou autre, tranquillement, ils viennent. Ils sont contents. Ils sont presque tous convertis, mais pas tous. Il y a des réfractaires qui... bon, partout, oui. Bon, voilà, ils sont une minorité, donc on prend en compte leur retour, mais ce que
Ce que je voulais dire tout à l'heure, il y avait une question qui était intéressante, qui était de dire qu'est-ce qui est le plus dangereux, ceux qui sont positifs, négatifs ou ceux qui sont neutres. Nous, on avait beaucoup de positifs et le reste pratiquement des gens qui étaient réfractaires ou en tout cas qui ne voulaient pas. On les a pour certains convertis, ils sont devenus positifs et moteurs. Il y en a quelques autres qui sont toujours un petit peu réticents, mais en fait, je pense que c'est aussi un peu pour la forme. Voilà. Donc, avec le temps, ça s'alignera tout seul. Quand ils verront que tout le monde y trouve un bénéfice, ils y trouveront le leur aussi. Parfait. Et pour conclure avec toutes les personnes qu'on a dans la salle qui se posent la question aujourd'hui de migrer sur le cloud, si vous deviez résumer un seul conseil, à part le fait de faire appel à Valiantis, bien sûr, mais un seul conseil pour justement amorcer cette transition vers le cloud. Le conseil le plus important et le plus fondateur pour nous, c'est ne l'envisagez pas, ce projet, comme étant un projet technologique ou un projet d'outils. C'est tout sauf ça. C'est vraiment tout sauf ça. C'est pas pour autant que c'est plus compliqué de préparer le projet sur un aspect organisationnel et process, mais c'est au final, c'est là où c'est ce qui va prendre le plus de temps, c'est ce qui va mobiliser le plus d'énergie, et c'est ce qui, je pense, garantit le succès. Si l'ensemble des parties est particulièrement motivé, et même quand on a rencontré des difficultés techniques dans le déploiement, notamment avec des niveaux de fonctionnalité, tout le monde était à la recherche de solutions, parce que tout le monde avait envie que ça avance, parce qu'ils ont tous senti, les équipes ont senti l'apport que ça pouvait avoir au quotidien pour elles, et donc ça permet d'aplanir les difficultés. Et donc vraiment, moi j'étais pas au poste que j'occupe aujourd'hui quand j'ai lancé ce projet-là chez Evidian, j'étais directeur des opérations, et on a vraiment fait un gros effort de sponsoring. Alors je sais que le mot sponsor n'est pas bon, mais en tout cas d'expliquer pourquoi on y allait. La communication, ça a été vraiment quelque chose de fondateur, parce qu'on n'a pas dit on va passer sur Atlassian, on a dit on va amplifier la transformation agile de la société. On a des acteurs qui étaient déjà hyper avancés sur le sujet, notamment la R&D, et d'autres équipes, le service, le support, avec des outils différents, moins matures sur ces sujets-là. Donc les différents niveaux de maturité, il faut arriver à les aplanir. Et donc, voilà, on a vraiment démarré une démarche qui était communiquée et partagée avec l'ensemble de l'équipe et l'ensemble de la société sur le fait que l'objectif, ce n'était pas juste d'avoir des nouveaux outils, même s'ils sont bien et qui sont un élément qui motive les gens. Non, c'était vraiment d'arriver à transformer le travail quotidien d'un certain nombre de personnes clés dans le groupe. Très bien, merci beaucoup Olivier pour la sincérité et le recul de ton témoignage. Grégory, est-ce que tu veux peut-être en guise de conclusion faire une sorte de petit... l'importance d'un partenaire. Pour nous, alors Atlassian, on est purement éditeur de logiciels, on n'a pas une armée de consultants, etc. Donc nous, ce qui est super important dans les migrations cloud, qui sont un gros moteur en ce moment pour nous, enfin une priorité énorme chez nous, de garantir que toutes les migrations se passent et sont facilitées, etc. Pour nous, ce trio du client, du partenaire et nous, c'est quelque chose qui est vital, parce qu'on a absolument besoin d'avoir ce listing de choses qui marchent mal, qu'on peut améliorer, de changer un petit peu le processus. On a un site avec le Migration Guide, on a une vingtaine de pages de tout ce qu'il faut faire avant la migration, tout ce qu'il faut vérifier, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a construit avec nos partenaires, avec nos clients. Nous, quand on fait un produit, on pense que ça va bien s'installer, mais on ne pense pas au cas A, au cas B ou au cas où il y a quelqu'un qui est réfractaire, où il y a une version spécifique de signature, HTML, machin, etc. Et donc ça, on a absolument besoin de ce retour de terrain, de tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe mal. Ça nous permet d'affiner ça. C'est pour ça que je voulais vraiment mettre un point important sur combien pour nous c'est crucial d'avoir ce retour d'expérience, tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe mal. Donc, mais soyez rassurés, on en a fait quand même un bon tas maintenant de migration.
On commence à avoir le truc qui est quand même bien rodé. On commence à accélérer. On sait que ça va accélérer. N'hésitez pas à contacter très vite Valentis parce que la fin du serveur arrive. Et je pense que si tout le monde se réveille en dernier mois, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, on a une méthode qui est connue. On a des partenaires qui les appliquent parfaitement bien. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous avec des partenaires pour vraiment préparer au mieux. Comme on disait, c'est pas que technique, c'est surtout de l'éducation, du training et amener les gens à cette nouvelle façon de travailler. Donc prenez les devants, faites du consulting, regardez ce qui se passe et comme ça vous aurez une migration sans problème. Durée moyenne, on va répondre à une question qui va sans doute arriver. Durée moyenne, on va dire entre minimum 6 mois quand même. Ouais, il faut 6 bons mois. On fait du plus court, on fait aussi du plus long. Voilà, on ne parlera pas des 18 mois possibles dans certains cas qu'on a déjà rencontrés. C'est vrai. Mais non, voilà, c'est pour ça, c'est pas quelque chose d'insignifiant. Comme on le disait, c'est pas juste je bouge mes instances d'un serveur à le cloud. Il y a toute une procédure d'adoption, de méthodologie, de process à voir. C'est une super opportunité de remettre tout ça à plat et d'avoir une nouvelle façon de travailler. Donc voilà un petit peu en guise de par expérience qu'on a vu nous le côté éditeur. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui doit se préparer. Et encore une fois, là, c'était effectivement un retour d'expérience d'un cas avec toutes les anecdotes qu'on peut avoir autour. Je suis sûr que vous avez certainement, vous aussi, des cas un petit peu différents. Vous vous êtes dit, ah tiens, ça me correspond, ou ah tiens, ça ne me correspond pas. Donc, surtout, comme vient de le dire Grégory, n'hésitez pas à poser vos questions, à venir nous présenter vos situations personnel spécifique, parce que nous déjà Valiantis, on a peut-être des réponses directement à ces solutions, et si on n'a pas nous les réponses, on ira voir Atlassian pour leur dire là on a tel client, aidez-le à passer sur le cloud parce que l'envie est là. Après si c'est juste des problèmes technologiques, ben, les solutions seront inscrites dans la roadmap à plus ou moins long terme. Merci Grégory, merci Olivier. Est-ce que vous avez des questions? On a une question. Merci Maïwen. On entend bien, c'est bien. On entend très bien. Alors, c'est effectivement un point important. Alors déjà, pour commencer, on a deux offres chez Evidian. On a des offres on-premise et puis des offres as a service, okay, qui sont d'ailleurs un des éléments qui a motivé ce projet. Actuellement, on a toujours deux sites de support. Un site de support pour les parties on-premise et le nouveau site de support pour les parties cloud. Alors, un point important pour nous, c'est que un des éléments qui faisait partie du choix que Evidian a porté sur la solution Atlassian, c'est la capacité à terme, et c'est en cours, puisque c'est ce qu'a présenté Grégory ce matin, de rendre les solutions qui s'exécutent dans des hyperscalers non européens, de rendre la souveraineté beaucoup plus avancée. Ça tenait en 4 lettres, BYOC, Bring Your Own Key. C'est un sujet qu'on connaît très très bien chez Evidian parce que nous sommes nous-mêmes fournisseurs de solutions pour les hyperscalers pour leur permettre de permettre à leurs clients de fournir une gestion externalisée des clés de chiffrement des tenantes des clients. Et ça, c'est un élément très important. Alors, je suis désolé, c'est un peu technique, mais ça fait partie des sujets qu'on avait identifiés avec Atlassian très très tôt. J'étais très content encore ce matin de revoir que c'était dans la roadmap, que c'était annoncé. Ça arrive. Personnellement, le groupe Atos, avec son entité Trustway, est fournisseur de HSM qui permettent de faire ce genre de choses-là auprès de grands acteurs comme Salesforce qui s'exécute sur AWS par exemple. Et donc, c'est pour nous, c'est la démarche, c'est exactement la direction qu'on souhaite poursuivre, plus le fait que nous, personnellement, en tant que fournisseurs de solutions, on a des enjeux pour fournir nos propres solutions dans des environnements souverains. On a des solutions qui s'exécutent sur des hyperscalers américains, mais également des travaux avancés avec des acteurs européens pour construire quelque chose de purement européen.
Voilà, oui, c'est vraiment le Bring Your Own Key est vraiment pour nous un élément critique. Je rajouterai en plus de ça qu'on a, bon ça va être un petit peu arrogant peut-être de le dire, mais on a très régulièrement, notre cloud est récompensé au niveau international par des experts de sécurité comme étant, on est une des compagnies qui a, je crois, un des plus grands nombres d'ingénieurs de sécurité qui valident la plateforme en permanence, proportionnellement au nombre de clients qu'il y a dessus. Donc on a très régulièrement, on est récompensé par de nombreux organismes en disant le cloud Atlassian est un des plus fortifié, barricadé, surveillé. Le taux de réactivité qu'on a pour n'importe quelle attaque ou incident, et Dieu sait qu'on a quelques attaques qui arrivent sur notre cloud très régulièrement, on a ces rapports publics de compétences, etc., qu'on a sur notre équipe sécurité, qui a vraiment au niveau quasiment numéro 1, on a très peu de plateformes cloud en compétition qui ont le même niveau de sécurité et d'attention à la sécurité de notre plateforme. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on communique moins là-dessus parce que c'est très technique, etc. Mais on a beaucoup d'annonces qui sont faites sur la récompense de la qualité du cloud Atlassian au niveau sécurité. Mais le Bring Your Own Key, effectivement, c'est quelque chose qui techniquement est extrêmement compliqué, qu'on ne veut pas rater. L'idée, pour résumer, c'est qu'on veut être capable, plutôt que d'utiliser... Tout est chiffré sur Atlassian, etc. Mais on veut être capable que vous apportiez vous-même votre propre clé à vous, qu'on ne possède pas, etc., pour crypter l'ensemble des informations sur votre cloud. Donc ça, c'est techniquement quelque chose qui prend un peu plus de temps. On devait l'annoncer l'an dernier et puis en fin de compte, ça a été un petit peu repoussé. Mais on continue d'avancer là-dessus. La sécurité, effectivement, pour nous, quelque chose de crucial. Ça répond à votre question Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Est-ce que vous avez acheté la solution Atlassian Access avec le cloud ? Oui, tout à fait. D'autant plus qu'en fait, on l'a interfacé avec nos propres outils, puisqu'on est fournisseur de solutions de contrôle d'accès. Donc, le contrôle d'accès, donc l'accès au JSM, au Jira, aux Confluence de nos collaborateurs se fait au travers des outils de gestion d'identité et d'accès de Evidian. Donc c'est une intégration qui... Bon, c'est notre métier, donc ça a été très facile pour nous. C'est custom, là. On n'a pas un produit standard type Okta, Microsoft AD. Vous avez votre propre... voilà, merci de citer mes concurrents. Désolé. Effectivement. Évident. Mais effectivement, sur ce sujet-là, on sait faire. Mais bon, voilà, c'est de la fédération, c'est du provisioning scheme. C'est des choses qui sont très, très standardisées là-dessus et qui se font très bien. Donc... là, pour ça, il faut avouer qu'il n'y a pas eu de difficulté, mais dès le départ, on voulait absolument faire que les personnes ayant des accès collaborateurs aux outils Atlassian le fassent avec des moyens d'authentification très renforcés. On ne voulait pas de login mot de passe, on ne voulait pas de trucs par SMS, on voulait du FIDO, on voulait du TOTP, du push authent. Donc tout ça, c'est ce qu'on a mis en place avec nos propres outils. D'autres questions ? Non, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, si vous souhaitez, je crois qu'Olivier, tu es là encore. Ouais, voilà. Donc, je reste un peu, oui. De toute façon, on va passer à la pause. Si c'est ça, Maïwen. Je pique ta partie. Non, tu vois, ouais. Donc, du coup, merci à tous. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Grégory. Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes les questions. Je réenfonce le clou. C'est poser les questions à vos contacts chez Valiantis, chez Atlassian. N'hésitez pas à venir avec vos sujets spécifiques pour parler du cloud et de la migration vers le cloud. Merci beaucoup. Valiantis, lead the way.